waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Nous nous appuierons sur le sujet suivant. L'Afrique du Sud, une puissance émergente dans la mondialisation. Qu'est-ce qu'on attend de vous dans un croquis? Le croquis comporte un titre, un cadre et une légende. La légende est organisée en 2 ou 3 parties pertinentes au regard du sujet. Les noms sont posés horizontalement et avec exactitude. Les figurés sont de type ponctuel ou point, linéaire ou ligne, polygone ou surface, et les choix sont pertinents. Les localisations sont exactes. La cartographie est soignée. Le croquis exprime une ou plusieurs idées en relation avec le sujet. À présent, nous allons définir 2 termes qui sont souvent confondus. Le terme de carte, qui doit plutôt être réservé à un document professionnel, élaboré, qui a pour objectif d'informer et de localiser avec précision. Et le terme de croquis, qui convient au traitement cartographique d'un sujet. Il s'agit de la démonstration d'une interprétation cartographique d'une problématique autour de quelques grandes idées avec localisation des phénomènes étudiés. Un croquis en géographie est une réponse cartographique à un sujet. C'est essentiellement un travail de localisation précise d'informations sélectionnées et de respect de codes graphiques. Donc, maintenant, nous allons voir les étapes de la réalisation du croquis. Premièrement, il faut analyser le sujet. Pour cela, vous devez identifier le ou les mots-clés, mais aussi l'espace géographique concerné. Ensuite, dans la deuxième étape, il faut rechercher dans ses connaissances du cours concernant le sujet, puis dégager ou proposer une problématique. Dans une troisième étape, vous devez construire ou élaborer la légende. À partir de l'analyse du sujet, il faut rassembler les 3 ou 4 idées essentielles en complétant un tableau comme le suivant et leur donner un titre court qui va servir à organiser la légende en autant de parties bien délimitées. Il faut aussi choisir des figurés cartographiques correspondant au type d'information à représenter et aux exigences d'un travail propre et lisible. Ensuite, vous devez rédiger ou recopier au propre la légende. Il ne faut jamais recopier la légende au dos du croquis. Enfin, dans la dernière étape, il faut réaliser le croquis. Pour cela, il faut reporter les informations en respectant précisément les figurés et la légende, indiquer la nomenclature, les noms des villes, des États, etc., etc., en relation avec le sujet, en soignant l'écriture, et enfin, donner un titre au croquis qui est souvent celui du sujet. À présent, nous allons voir les 4 qualités d'un bon croquis. La première est qu'il doit être lisible. En effet, les principaux phénomènes doivent apparaître au premier coup d'œil. Ensuite, un bon croquis doit être à la fois clair et contrasté. Il ne doit pas être surchargé pour avoir du sens. Et enfin, il doit hiérarchiser des espaces. La seconde qualité d'un bon croquis est qu'il doit être démonstratif et expressif, parce qu'il sert à mettre en valeur,
à prouver, à démontrer en utilisant les procédés graphiques appropriés. La troisième qualité d'un bon croquis est qu'il doit être précis pour ce qui concerne les localisations, qu'il s'agisse des lieux ou des zones, il faut éviter toute approximation. Enfin, la quatrième et dernière qualité d'un bon croquis est qu'il doit être esthétique. Là aussi, il doit être propre et soigné, mais surtout, les choix des symboles et surtout des couleurs est donc particulièrement important. Maintenant, nous allons énumérer les éléments que doit contenir un croquis. Ils sont au nombre de 4 et le premier est le titre, en haut ou en bas de page qui reprend l'intitulé du sujet. Les deuxièmes éléments sont l'échelle et l'orientation qui sont portés sur le fond de carte. Ensuite, il y a la légende qui doit être structurée et expliquée. La légende doit être construite avant de réaliser le croquis. Elle doit être ordonnée pour répondre à la problématique du sujet, construite et réalisée comme un plan détaillé de dissertation. Enfin, la légende ne doit jamais être réalisée au verso du croquis. Enfin, un croquis doit contenir une nomenclature, c'est-à-dire l'ensemble des noms qui figurent sur la carte. Les noms s'inscrivent horizontalement à quelques exceptions près. Les noms des pays doivent s'écrire en majuscules, les noms des villes en minuscules, par exemple. Ensuite, il faut éviter de surcharger la carte. Pour cela, vous placez les noms au maximum en dehors de la zone cartographiée. Il faut utiliser les mers et les océans ou encore les pays limitrophes. Utilisez des abréviations pour les villes comme NY pour New York avec report et explication en légende. À présent, nous allons découvrir le langage cartographique, c'est-à-dire les 3 types de figurés qui sont les figurés ponctuels. On utilise uniquement des symboles géométriques comme les carrés, les cercles, les triangles, les losanges, les barres, les demi-cercles, etc., etc. Les informations peuvent être qualitatives, mais quantitatives aussi, selon les variables utilisées que l'on peut associer et qui sont la taille du symbole, la couleur du symbole, l'épaisseur du trait ou encore la couleur du trait. Ensuite, il y a les figurés linéaires qui sont représentés sous forme de traits de divers types, continus, tirés, pointillés pour figurer des limites par exemple, mais aussi sous forme de flèches pour figurer les flux. Enfin, il y a les polygones ou figurés de surface. Ici, les phénomènes peuvent être qualitatifs. Dans ce cas, il faut s'efforcer d'utiliser des couleurs proches des phénomènes quand c'est possible. Par exemple, préférez les jaunes ou oranges pour des céréales, le rouge ou le violet pour la vigne et par extension pour les cultures délicates, irriguées et intensives, le vert pour les prairies, les cultures fourragères et l'élevage. Les couleurs chaudes pour les régions chaudes et les couleurs froides pour les régions froides. Ou encore les teintes tristes pour les régions en déclin, comme le gris ou le marron, et les teintes vives pour les régions dynamiques. Les phénomènes sont aussi quantitatifs. Dans ce cas, il faut varier l'intensité de la couleur, du clair au foncé, en fonction de l'importance du phénomène étudié, en utilisant une gamme des teintes chaudes, comme le jaune, l'orange
le rouge ou le violet, une gamme de teintes froides comme le vert, le bleu ou le violet, un dégradé d'une même couleur, du clair au foncé, ou encore une gamme noire et blanche à partir de pointillés et hachures avec deux méthodes pour foncer. Soit rapprocher, densifier les traits ou les points, soit les épaissir, soit les deux simultanément. À présent, nous allons mettre en application la méthodologie du croquis que nous venons de découvrir. Pour notre sujet, l'Afrique du Sud, une puissance émergente dans la mondialisation, on voit bien qu'il peut être commande de faire deux parties dans la légende. Une première partie qui s'intéressera à l'Afrique du Sud, une puissance économique en développement, et une deuxième partie qui va porter sur les limites de la puissance économique sud-africaine. Tout ce travail préparatoire effectué, regardons maintenant ce que donne notre croquis en nous rappelant que la légende doit être présentée sous forme de plan avec des titres pour chacune des parties. Nous avons donc identifié les atouts qui ont permis à l'Afrique du Sud de s'intégrer à la mondialisation, comportant deux métropoles, centres d'impulsion que sont Johannesburg, capitale économique et vitrine de l'Afrique du Sud, et Pretoria, la capitale politique de l'Afrique du Sud. Les villes portuaires qui constituent une interface maritime et permettent à l'Afrique du Sud de s'ouvrir vers le monde. Les ressources minières comme l'or et les diamants, les ressources agricoles riches comme les fruits et les vignobles, et le tourisme sont autant de facteurs qui expliquent la puissance de l'Afrique du Sud. Dans la deuxième partie que l'on pourrait intituler les limites de la puissance économique sud-africaine, nous pouvons citer deux axes principaux qui sont un territoire inégalement développé, dominé par le Gauteng, qui est le centre décisionnel et économique du pays, et nous pouvons voir aussi qu'il y a une forte ségrégation urbaine qui est l'héritage de l'apartheid. Tout ce travail préparatoire effectué, regardons maintenant ce que donne notre croquis. À présent, pour récapituler, nous allons répondre à quelques questions qui portent sur la réalisation d'un croquis en géographie. Tout d'abord, à quoi sert un croquis? Un croquis permet de visualiser rapidement les formes d'organisation, les évolutions et les dynamiques d'un territoire. C'est une démarche intellectuelle, observation, sélection d'informations, représentation sur un espace donné. Il participe à la formation de votre esprit critique, à l'expression de vos idées et analyses et à l'apprentissage d'un regard sur les choses, capacité d'observation, qualité de synthèse, etc., etc. Ensuite, que doit contenir un croquis? Le croquis doit avoir un titre. Il informe sur le territoire représenté, une orientation, quel sujet, vous pouvez intégrer l'orientation dans le titre, une échelle, assurez-vous que le fond de carte en contienne une, un cadre qui est un espace représenté encadré par une simple ligne et une légende organisée en parties. Et enfin, comment représenter des informations sur un croquis et avec quelle couleur? On utilise des figurés qui seront renseignés et répartis dans la légende. Il en existe de trois sortes. Les figurés de surface qui servent à représenter un phénomène étendu sur l'espace, comme une aire urbaine, des champs agricoles, etc., etc. On peut y intégrer des hachures verticales ou horizontales, des pointillés ou tout simplement un coloris, vert, bleu, rouge, etc., etc. Les figurés ponctuels
qui servent à représenter une localisation précise comme un lieu, une ville, un aéroport, une gare, une école, etc., etc. Et les figurés linéaires qui servent à représenter des informations en continu comme des axes, des flux, des limites, des réseaux de transport, etc., etc. Les couleurs sont comme celles des panneaux du code de la route. Prenez donc des couleurs chaudes comme le rouge, l'orange ou encore le jaune pour des espaces dynamiques, des phénomènes de grande importance comme la grande densité de population, les grandes villes, les grandes lignes de transport, des couleurs froides comme le bleu ou le vert pour des espaces peu dynamiques comme l'espace en crise, la petite ville, les voies ferrées secondaires. Des dégradés de couleurs, exemple un rouge, un orange et un jaune, pour montrer les différences entre les espaces considérés, forte densité, moyenne et faible. Le document que vous voyez ici est une vue aérienne du Big Hole, qui veut dire le grand trou à Kimberley, l'excavation formée par l'extraction des diamants. Le deuxième document que vous voyez ici présente le Central Business District ou quartier d'affaires de Johannesburg. Et enfin, ce troisième document nous montre Soweto aujourd'hui, qui est l'exemple d'un township. Voilà, nous arrivons au terme de cette quatrième séance qui portait sur la méthodologie du croquis de géographie pour les classes de première S. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle séance de géographie. Bari tu bangga,